Bonjour à tous, c'est Elsa de Ludipsy en collaboration avec Gaming Lab et Asmodee Canada. Et aujourd'hui, pour cette suite de conférences, on a vraiment le plaisir de recevoir deux invités spéciaux qui nous viennent directement de l'Europe. Et il s'agit de Dr Todd Lubart et de Maxence Mercier. Mais qui sont-ils? Donc, je vais commencer par vous présenter Dr Todd Lubart, qui est professeur à l'Université Paris-Cité, qui est également chercheur. Donc, ses intérêts de recherche sont sur la créativité, les différences individuelles, notamment dans le développement de la créativité. Et entre autres, il est également fondateur de la chaire de recherche Homo Creativus. Il va vous en parler un peu plus en détail. Notre deuxième invité, il s'agit de Maxence Mercier, qui est psychologue du travail, donc qui a plusieurs expériences de recherche dans ce domaine. Il va vous en parler également, mais qui est aussi en ce moment doctorant et qui fait une thèse sur les jeux de société et la créativité. Donc, on voit la thématique, jeu et créativité. Et c'est pour ça, bien sûr, qu'on a ces deux experts qui sont là, et oui, aujourd'hui, pour nous parler. Donc, je vais leur laisser tout de suite la parole pour qu'ils puissent présenter le titre de leur présentation. Il va également avoir une période de questions à la fin et vous allez avoir les informations pour pouvoir les rejoindre en cas de questions. Ok, parfait. Bonjour, nous sommes très contents d'être ici avec vous aujourd'hui afin de parler de ce thème, comment les jeux de société sont potentiellement un levier pour le développement de la créativité. Et on va vous faire part de quelques exemples de recherche que nous menons dans notre laboratoire en psychologie appliquée à Paris, Université Paris-Cité. Alors, quand on parle de la créativité, de quoi peut-on dire? Alors, la créativité, il s'agit d'une capacité à engendrer, à produire des idées nouvelles qui sont également des idées adaptées selon leur contexte, c'est-à-dire on va solliciter une pensée originale, mais aussi quelque chose qui convient, qui fait sens, qui a une valeur dans son contexte. Nous pouvons voir cette expression créative dans un grand nombre de disciplines. Par exemple, bien sûr, des disciplines, des champs, des métiers créatifs comme artiste, plasticien, écrivain, inventeur, ingénieur ou même dans la créativité culinaire. Mais on va voir que la créativité comme capacité peut se déployer également dans un très grand nombre de situations de la vie quotidienne. Et nous pouvons donc un petit peu parler à la fois de la créativité en contexte professionnel. On vient de citer un certain nombre de métiers où la recherche d'idées créatives fait partie du boulot au quotidien. Il y a encore des métiers, par exemple manager, enseignant, où nous allons par moment avoir besoin de chercher des idées nouvelles, innovantes, bien que ce n'est pas forcément le travail de tout moment dans ces métiers. Quand on pense à la créativité, souvent on évoque tout de suite des cas éminents. Van Gogh, Einstein, Marie Curie, Steve Jobs et compagnie. Alors, ces cas-là sont des exemples de la créativité dans des secteurs professionnels. Mais nous pouvons également s'intéresser à la créativité dans la vie quotidienne. Par exemple, si le week-end, vous cherchez à inventer un plat pour un repas avec la famille ou des copains, et vous n'êtes pas chef de métier, on peut dire que vous êtes en train d'exercer votre créativité dans un contexte de vie quotidienne. Si vous cherchez des idées afin de résoudre un conflit avec un voisin,
c'est un autre exemple de la créativité quotidienne. Et donc, on voit que la créativité est à la fois intéressante et importante dans le contexte de notre vie professionnelle, mais aussi de notre vie de tous les jours. Mais la créativité peut également s'exprimer dans un contexte qu'on appelle intrapsychique, c'est-à-dire chaque personne dans son esprit cherche des idées qui aident à résoudre des difficultés de sa vie, faire sens, aider à développer ses connaissances et même à développer sa conception de soi, son récit de vie. Et chaque personne est donc force de pensée créative, c'est dans notre nature. Et on exerce cette capacité pratiquement tous les jours sur le plan tout à fait intrapsychique. Ces idées créatives qui servent à comprendre le monde, à développer chacun de nous, ne sont pas forcément des idées qu'on va partager avec autrui. C'est pour ça qu'on distingue la créativité intrapsychique, d'une part, et la créativité dans la vie quotidienne ou la vie professionnelle, d'autre part, qui sont plus axées sur le monde social. Alors, dans nos recherches, dans nos actions de recherche, nous avons regroupé nos thèmes actuels autour d'une chaire universitaire qu'on appelle Homo Creativus. Homo Creativus, bien sûr, c'est l'extension de Homo sapiens avec l'accent sur sa capacité à créer. Et maintenant, dans le 21e siècle, on prête beaucoup d'attention à ce qu'on appelle les compétences 21e siècle, dont la créativité, la pensée critique, la collaboration, la communication. Et il y a beaucoup de discours dans le monde de l'éducation. Comment peut-on développer la créativité? Parce que c'est un vecteur de valeur dans plein de métiers et dans la réussite de la vie de notre époque. Alors, nous avons regroupé donc nos thèmes autour de 5 axes que je vais citer très rapidement dans la prochaine diapositive. Premièrement, on s'intéresse au potentiel créatif. Quelle est la nature de ce potentiel et comment peut-on aider les gens à développer leur potentiel créatif? Quels sont les ingrédients de l'esprit que nous pouvons mettre en œuvre afin de booster la créativité pour chacun de nous? Deuxième axe, c'est jeu et créativité, qui nous amène aujourd'hui à vous parler de quelques études. Maxence va nous faire part dans quelques minutes. Et dans cet axe, on étudie exactement comment le fait de jouer certains jeux peut éventuellement impacter sa capacité créative et être source de développement de cette capacité. Troisième axe, c'est le métavers et créativité, c'est-à-dire on va proposer aux personnes d'entrer dans un monde virtuel, un environnement virtuel, où vous êtes représenté par votre avatar. Et on va voir comment ce monde virtuel va éventuellement impacter votre pensée créative, peut-être booster votre esprit créatif. Et c'est à la fois le milieu que nous allons créer, inventer dans ce contexte virtuel, mais aussi la nature de votre avatar qui représente qui vous êtes en virtuel. Quatrième axe, c'est alimentation et créativité. Comment est-ce que le fait d'inventer des choses dans sa cuisine au quotidien est un vecteur de bien-être
et permet à déployer la créativité au quotidien, d'une part, mais aussi éventuellement à œuvrer vers la possibilité à résoudre certains défis de société comme trouver une alimentation plus saine ou réduire l'impact écologique de notre consommation alimentaire. Et notre cinquième axe, c'est la robotique et la créativité. Donc là, on va s'intéresser comment les robots sociaux, comme R2D2, comment ces robots vont pouvoir interagir avec nous, les humains, et éventuellement soutenir notre recherche d'idées créatives, ou bien être partenaire dans une collaboration créative où nous allons ensemble générer des idées, nous, des humains, ensemble avec des robots. Finalement, on peut imaginer que nous, les humains, vont aider les robots un jour à être des agents créatifs autonomes. Et donc, on va étudier tout ça dans notre cinquième axe. Alors, pour chaque axe, nous avons du soutien et notamment pour l'axe jeu et créativité, notre soutien, c'est Asmodée. Et donc, on a le plaisir à travailler avec toutes les équipes de Asmodée, Asmodée France, Asmodée Canada, afin de promouvoir nos recherches, mener à bien ces initiatives, découvrir des choses qui concernent l'impact de jouer des jeux sur la créativité de nous. Avec ça, je vais laisser Maxence présenter quelques recherches plus en détail. Pourquoi est-ce qu'on pourrait s'intéresser aux jeux de société et à la créativité? Une des premières raisons, c'est qu'il y a beaucoup de points communs entre les deux. Et le point commun le plus évident, ça serait de prendre la persévérance qui, du coup, est nécessaire dans les deux contextes. Pourquoi? Parce que dans les jeux comme dans la créativité, c'est des entreprises qui sont difficiles, où on va être confronté à beaucoup d'échecs en général. On ne peut pas jouer sans perdre. Et en général, on ne peut pas être créatif sans galérer, sans rencontrer des difficultés. Typiquement, les grands créatifs, les plus grands musiciens ou les grands inventeurs n'ont pas connu le succès directement. Et quand on joue à n'importe quel jeu, on n'est pas garanti de gagner. Et si on n'a pas cette persévérance, dans les jeux comme dans la créativité, ça va être difficile de continuer là-dedans. Et quand on n'a pas de persévérance dans les jeux, en général, c'est ce qu'on va appeler plutôt un mauvais joueur. Et quelqu'un qui n'a pas de persévérance dans la créativité, c'est juste quelqu'un qui ne sera pas créatif en général. Donc ça, c'est un premier point. Et il y a également donc, d'autres points communs outre la persévérance. Et il y a également un lien qui est assez évident, c'est l'idée que certains jeux de société peuvent directement solliciter la créativité. Et potentiellement, si on joue à ces jeux, on pourrait s'exercer, s'entraîner à la créativité et peut-être donc améliorer celle-ci. Il y a beaucoup de jeux qui s'intéressent justement, enfin qui ont la créativité comme aspect principal de leur mécanique de jeu. Typiquement, on a Dixit, on a Pictionary, qui sont des jeux où il faut générer des idées pour avoir une bonne performance, pour gagner potentiellement. Typiquement, dans le Time's Up ou dans le Pictionary, il faut faire deviner un mot, un concept, et on a des contraintes. Par exemple, dans le Pictionary, il faut dessiner quelque chose. Et parfois, les concepts sont difficiles à imager. Et il faut avoir des idées qui sont donc originales, parce que, par exemple, je ne sais pas moi, faire imager
l'informatique, je ne sais pas, c'est quelque chose d'assez simple, mais imaginons qu'on ne peut pas dessiner l'informatique directement, et donc il faut trouver une représentation de celle-ci, et donc il faut être relativement original, d'autant plus que le concept sera difficile à expliquer, et il faut que ça soit adapté, parce qu'il faut que l'autre personne en face comprenne ce qu'on veut indiquer, ce qu'on veut faire deviner. Et donc, il y a pas mal de jeux là-dessus qui font appel à cette compétence créative, et on a également les jeux de rôle, qui, dans leur essence, nécessitent de l'imagination, nécessitent une capacité de narration et de transport dans un univers fictif. Et ça, c'est bien évidemment très, très, très relié à la créativité. Il n'y a pas de créativité sans imagination. Maintenant, ça, c'est théorique, c'est hypothétique, et on peut se poser la question, est-ce que, dans les faits, est-ce que ça marche? Et il y a des études qui ont été menées par moi-même, par mon directeur de thèse et d'autres collègues, qui ont montré que, globalement, les jeux aident à la créativité, et il y a certains jeux qui sont plus efficaces que d'autres. Donc, on a mené des études où on a comparé plusieurs jeux, et donc, l'idée, c'est que différentes personnes jouaient à différents jeux. Par exemple, dans une étude, on avait 3 groupes. Des personnes qui jouaient à aucun jeu. On avait des personnes qui jouaient à des jeux créatifs. Donc, les jeux créatifs, c'est des jeux comme Dixit, comme Pictionary, qui sont des jeux où il faut être créatif par définition pour se débrouiller dans le jeu. Et de l'autre côté, on avait des jeux qu'on appellera non créatifs, des jeux où il n'y a pas besoin de ça. Typiquement, le Uno, typiquement Monopoly, ce pas des jeux qui vont vraiment nécessiter de la créativité, et on ne va pas vraiment se distinguer au Monopoly en générant plein d'idées ou en faisant preuve d'une créativité graphique excellente. Ce n'est pas ça qui va amener à une bonne performance. Donc, on prend toutes ces personnes, on leur fait jouer à ces différents types de jeux, et ensuite, on leur fait tous passer une mesure. Ici, on mesure ce qu'on appelle la génération d'idées. Donc, dans la créativité, il faut générer des idées. Et dans l'autre domaine, donc dans la science, on va évaluer justement les idées que les gens génèrent. Donc, on leur demande en général de trouver plein d'utilisations à un objet, une brique, une boîte en carton, une brouette, et on regarde leurs idées. Donc, on a fait ça sur une ribambelle de participants, et ensuite, donc, on a observé les résultats, on a regardé les différences, l'idée étant que, logiquement, jouer à un jeu qui nécessite de la créativité, on peut imaginer que ça améliore la créativité, justement, alors que, justement, quand on joue à aucun jeu, il ne devrait pas y avoir d'amélioration comparativement. Et aussi jouer à Uno, jouer à Monopoly, à ce genre de jeu, on peut également considérer, en tout cas hypothétiquement, qu'il ne va pas y avoir d'effet non plus. Ce n'est pas parce que je joue au Monopoly que je développe ma créativité. Du moins, ça serait assez cohérent de faire cette hypothèse. Donc, on a fait passer ce protocole à plusieurs centaines de personnes, et le résultat principal, il est résumé ici. Donc, c'est un graphique de scientifique qui peut faire un peu peur. Globalement, pour vous expliquer ce qu'il y a là-dedans, on a des valeurs qui sont alignées avec trois verbes, 3 termes, donc contrôle, créatif et non créatif. Ce qu'il faut comprendre, c'est donc que les valeurs qui sont alignées avec contrôle, c'est les personnes qui, du coup, n'ont joué à aucun jeu. Créatif, c'est les personnes qui ont joué à des jeux créatifs, et non créatifs, donc c'est de la même manière, c'est les personnes qui ont joué à Uno, qui ont joué à Monopoly. Les potentiels, ce que ça veut dire, c'est qu'on a pris en compte les personnes qui étaient très créatives, ou pas du tout créatives, ou moyennement créatives, dans leur vie quotidienne, a priori. Et ce qu'on obtient, et ce qui du coup va dans le sens de nos hypothèses, c'est que jouer à des jeux créatifs, comme par exemple The Big ID, Imagine, Dixit, Pictionary, ce genre de jeu amène à plus de créativité, et notamment à plus d'originalité. L'originalité, c'est donc un des critères de la créativité, c'est l'idée que les idées qu'on génère, les produits qu'on génère sont nouveaux. Et ce qu'on voit, c'est que quand je joue à un jeu qui me demande d'être créatif, ce que ça
ce en quoi ça résulte, c'est justement des idées beaucoup plus originales que la moyenne. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a indiqué le potentiel, c'est que peu importe que je sois mauvais, entre guillemets, en créativité, ou je sois un génie créatif comme il en existe peu importe le profil de la personne, peu importe ce profil, eh ben, on va avoir quand même une amélioration. Autrement dit, tout le monde peut bénéficier de la créativité, ce qui est plutôt... non. Ce que ça veut dire, c'est que tout le monde peut bénéficier de l'apport des jeux de société sur la créativité, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'il n'y aura personne qui va être laissé sur le côté quand ses amis joueront à des jeux créatifs, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi, au final, s'intéresser aux jeux de société et à la créativité? Il s'agit de deux activités, deux concepts qui sont présents dans la vie de tout un chacun. La majorité des gens jouent à des jeux, que ce soit des jeux de société, des jeux vidéo, des jeux sur leur téléphone, leur tablette. Et comme on l'a vu, tout le monde est plus ou moins créatif dans sa vie. Ça peut être dans son travail. Les personnes qui ont un métier créatif, évidemment, vont faire preuve de créativité dans leur travail. Mais les personnes qui, justement, ne sont pas nécessairement le sujet ne faut pas... les personnes qui... Mais les personnes qui n'ont pas un travail qui est intrinsèquement créatif, je ne sais pas, on peut penser aux avocats, aux managers, aux professeurs, peuvent quand même être créatifs dans leur travail. Typiquement, un manager, face à un conflit nouveau entre de nouveaux collègues, peut bénéficier de la créativité en trouvant justement de nouvelles solutions, des solutions qui seront adaptées au plus grand nombre et qui pourront peut-être justement réduire le conflit. Je dirais, en résumé, on peut voir qu'il y a beaucoup d'applications de ce que nous avons pu constater dans des études contrôlées expérimentales au laboratoire, à savoir que quand on joue certains types de jeux, des jeux qui impliquent de chercher de nouvelles idées pour gagner des jeux, ce qu'on appelle des jeux créatifs, il y a un effet stimulant aux participants dans le développement de leur créativité. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ça en termes d'application? Jouer, c'est sympa. C'est une activité qui est motivante, qui est intéressante, qu'on aime faire. Mais il y a ce qu'on appelle en psychologie des bénéfices secondaires de cette activité, c'est-à-dire c'est pas uniquement une activité sympa en soi et fun, c'est une activité qui aide à développer sa capacité de recherche d'idées créatives. Cette capacité peut servir dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, mais aussi dans le contexte professionnel. Et on va dire, bien sûr, il y a plein d'exemples de créativité, mais comment développer cette créativité? Bon, d'une manière, c'est de s'exercer à viser à développer vraiment ma créativité avec des exercices, des techniques que je peux apprendre. C'est une chose. Mais là, le jeu offre une situation qui fait partie de notre quotidien, qui est agréable et, par ailleurs, qui peut booster sa propre créativité. Au moins, si on joue certains types de jeux qui sont en phase avec le besoin de chercher des idées originales pour gagner. Donc, en fait, ma première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que c'est exactement la créativité? Donc, en soi, c'est quoi le concept de créativité? On peut développer la créativité, mais en fait, on constate qu'une personne donnée peut plutôt se montrer créatif dans une tâche, dans un champ, plus qu'un autre. Et donc, il est rare que quelqu'un soit hyper créatif dans toute activité de sa vie.
En fait, on peut citer des grands cas comme Michel-Ange, Léonard de Vinci et compagnie, mais ces cas représentent des cas très très rares dans la catégorie déjà très rare des cas éminents de la créativité. Donc, on a tendance à être plus ou moins créatif dans un secteur d'activité, par exemple art plastique et pas rédaction littéraire, par exemple, ou invention technologique et pas en entrepreneur, des activités entrepreneuriales. Donc, la créativité, c'est un terme qui englobe, qui cache un peu la réalité qu'on a tout un profil où on va être plus ou moins capable d'exercer sa créativité selon le type d'activité, etc. OK. Donc, c'est intéressant. Si j'ai bien compris, il y a une forme de créativité, mais on peut la développer dans différentes sphères de vie. Plus créativité musicale, plus en art visuel, en technologie, construction, etc. Oui, il y a une sorte de capacité, on va dire, il y a une famille de capacités à être créatif dans différents secteurs d'activité. OK. OK. Et, mais on peut isoler ce qu'on va appeler l'aspect général de la créativité, mais c'est vraiment un tout petit aspect de ce qui est vraiment la créativité dans un milieu, dans une activité, dans un secteur. OK, OK. Donc, je vois que c'est un concept à la fois très complexe. Euh, et justement, dans le domaine de la recherche, comment est-ce que vous arrivez à le cerner pour l'étudier? Là, ici, c'est une question peut-être pour un peu plus les chercheurs. Quels outils est-ce que vous utilisez pour identifier et analyser la créativité? Ok. Donc, les premières mesures de la créativité, elles datent des années 50-60. Et la première chose qu'on faisait, c'était de demander à des gens de trouver des idées face à un problème ou face à un objet. La tâche la plus populaire et qu'on utilise même donc 60 ans après, c'est la tâche de la boîte en carton. On demande aux gens, aux participants, à n'importe qui, de trouver des idées qui soient créatives, qui soient originales, qui sortent de l'ordinaire à partir d'une boîte en carton ou de plusieurs boîtes en carton. Et on demande à la personne d'en générer le plus possible. Et on va se retrouver donc avec un panel d'idées des plus banales aux plus loufoques. Et ensuite, on peut évaluer ça de plein de manières différentes. On peut faire ça de manière assez rudimentaire et assez statistique. On compte les idées. Et les idées les plus rares, c'est les idées les plus créatives, ou du moins les plus originales. C'est un peu la première chose qui a été faite. Ça se fait encore un peu. Mais on a évolué, si on peut dire ça comme ça. Mais ça reste une des manières les plus simples de faire, c'est simplement ce qu'on pourrait appeler la rareté statistique. Ce qu'on peut faire également, c'est faire appel à des gens qu'on pourrait considérer comme des experts en créativité. Et on va leur demander d'évaluer d'évaluer les différentes idées. Et on peut évaluer ça sur, je sais pas, une échelle de 1 à 5, de 1 à 100, de la moins créative à la plus créative. Et quand il s'agit de tâches comme je sais pas, une boîte en carton, il n'y a pas nécessairement d'experts en boîte en carton, il n'y a pas vraiment il n'y a pas de référence. Donc on va plutôt prendre des personnes qui sont déjà des chercheurs en créativité, qui ont déjà vu ce genre de tâches. Mais c'est beaucoup plus facile, ou du moins beaucoup plus ce qu'on appellera écologique, autrement dit, c'est plus représentatif. Imaginons que je demande à des gens de générer des poèmes, et je veux donc des poèmes très créatifs. Les meilleurs juges de ça, ça va être des poètes, directement. Et dans ce cas-là, je peux avoir du coup des personnes dont je peux attester de la capacité, de l'expertise.
Et en général, c'est comme ça qu'on va faire. On va se reposer en partie sur justement le jugement de personnes qui sont les personnes les plus qualifiées là-dedans. C'est la méthode un peu, pas le gold standard, mais ça va être la méthode qu'on va utiliser le plus. Parce que si on peut identifier des experts dans un domaine, on peut ensuite utiliser ces experts pour justement identifier les idées qui sont plus ou moins créatives. Et donc, si je veux, je sais pas moi, évaluer la créativité de peinture ou de dessin, j'ai simplement, encore une fois, il y a de gros guillemets, à trouver justement les experts du domaine. Et l'avantage aussi de cette tâche, donc globalement, c'est toujours la même chose, c'est j'ai un point de départ et faut aller dans tous les sens. Et on peut faire ça pour des tâches un peu bidons, par exemple, trouve-moi autant d'utilisation avec cette brouette, avec ce crayon, mais on peut aussi faire ça avec des questions beaucoup plus spécifiques, avec des problèmes plus spécifiques. On peut demander à un ingénieur, t'as 4 heures, crée-moi le pont le plus créatif possible. Et ensuite, on peut avoir justement un objet beaucoup plus concret qui peut être évalué justement sur les critères utilisés par les ingénieurs en pont. Je n'ai pas le nom exact de ce poste, mais on peut justement beaucoup plus focaliser notre attention sur un problème en particulier. Pareil pour des managers, pour revenir à ça, on peut demander à des managers, voilà, tu as un conflit entre deux personnes, tu as 4 heures pour me trouver le plus de solutions possibles. Et on peut là, du coup, évaluer la créativité dans un domaine particulier. Justement, plutôt que de parler de créativité un peu au sens très large, on peut évaluer ça de manière beaucoup plus concrète sur un problème beaucoup plus concret. Et ensuite, à nous de trouver les experts du domaine pour évaluer tout ça. Je me permets de rajouter quelques petits compléments d'idées parce que Maxence, il a exposé comment on travaille au laboratoire dans des tâches de mise en situation. On sollicite des idées, on dit donnez-nous vos idées et il y a ce qu'on appelle les tâches de pensée divergente, chercher beaucoup d'idées, mais aussi ce qu'on appelle les tâches de pensée convergente, synthèse, où il faut faire une synthèse créative de quelques éléments qu'on fournit. Mais ces tâches de mise en situation, donc c'est un volet de mesure. L'autre volet, on va dire, c'est des mesures d'accomplissement que les personnes ont pu faire dans leur vie, au quotidien, au travail, au cours des années, on va dire. Et donc, ces personnes vont soit nous indiquer leurs accomplissements créatifs, soit montrer une sorte d'ensemble de travaux, un dossier de ce qu'ils ont fait, et des juges peuvent apprécier ça. Ça, c'est plutôt des mesures par accomplissement créatif. Donc, ça, c'est pour rajouter un petit complément. OK. Ça amène une autre question assez intéressante, puis ça se peut que c'est pas nécessairement votre champ de recherche, mais on entend souvent parler de HPI, de haut potentiel intellectuel et de créativité, c'est-à-dire des personnes neurodivergentes ou qui ont des troubles neurodéveloppementaux et que ça aurait un impact sur la créativité. Donc, au niveau de plus de créativité, par exemple. Est-ce que c'est des choses que vous avez observées, étudiées, ou peut-être pas, là, mais je vous lance la question. Oui. Je vais commencer, je laisse Maxence continuer après, mais en fait, on a mené pas mal d'études dans notre groupe de recherche, mais aussi d'autres chercheurs dans le monde entier sur le haut potentiel intellectuel et ce qu'on appelle le HPC, le haut potentiel créatif. On a même développé certains outils qui permettent de détecter ce haut potentiel créatif chez l'enfant, chez l'adolescent. Et il s'avère que des personnes qui sont très performantes sur des tests de QI, qui ont une sorte de pensée, de raisonnement logique très poussé, etc. Donc, ils ont une note très élevée de QI. On les détecte comme le HPI, au potentiel intellectuel.
c'est pas complètement les mêmes personnes qui vont se démarquer sur des épreuves de potentiel créatif, de recherche d'idées, mise en situation, comme on avait déjà décrit. Et donc, c'est en fait, quelquefois, c'est les mêmes personnes, mais assez souvent, c'est d'autres gens. Ils ne sont pas si performants en test d'intelligence classique, mais ils ont un très fort potentiel créatif dans un secteur comme créativité verbale ou créativité graphique, par exemple. Pas si souvent les deux. Et, et donc, et dans le secteur du haut potentiel, on parle des HPI et des HPC. Et quelques rares cas, ils ont les deux. Donc peut-être avant de terminer, ben Maxence, on t'a présenté tout à l'heure comme un psychologue du travail, mais aussi qui a effectué plusieurs recherches sur le jeu, l'aspect ludique, notamment chez les adultes. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a plusieurs adultes qui nous écoutent en tant que joueurs ou que personnes ludiques. Donc de ton côté, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des différentes études et bien sûr surtout les résultats de recherche? Ok, alors, donc oui, j'ai mené plusieurs études sur le lien entre pratique de jeu, donc pratique de jeu de société, et plusieurs mesures de la créativité qu'on a abordées ici, des mesures plus subjectives, des mesures plus objectives. Donc par subjective, j'entends la génération d'idées qui va être évaluée après, et objective, typiquement, bah, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie de créatif, qui est un peu plus objectif. Et déjà, ce qu'on constate, c'est que peu importe les jeux auxquels les gens jouent, ce sont les personnes qui jouent le plus qui sont les plus créatives, de manière générale. Plus je joue, plus je suis créatif. Évidemment, on peut aussi voir ça de l'autre côté, plus je suis créatif, plus je joue. Ça, c'est l'ambivalence de la recherche, mais ça a l'avantage d'être des résultats un peu sur le terrain ou dans la vie réelle, en opposition à des résultats au laboratoire qui sont intéressants, mais qui parlent peut-être pas nécessairement de la même chose. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, donc, comme on l'a vu, la créativité, c'est quelque chose qu'on peut définir de manière assez simple, mais en réalité, ça renferme beaucoup de nuances et il y a beaucoup de construits, de concepts qui participent à ce qu'on appelle le potentiel créatif. Et typiquement, ce qu'on va retrouver, par exemple, c'est que plus on joue au jeu, plus on a d'imagination. Également, c'est un truc qui peut paraître assez évident, et donc ici encore plus chez l'adulte, ça peut être intéressant. Plus les gens jouent à des jeux, plus ils affichent ce qu'on appelle dans la littérature de la playfulness, donc une attitude ludique à l'égard en général de la vie. Donc c'est des personnes qui sont capables de rendre un peu tout ce qu'elles rencontrent, de les adresser de manière un peu plus ludique, un peu plus comme un jeu. Et ça peut paraître assez évident, mais ce que ça signifie, c'est que quand on considère qu'une fois adulte, on perd un peu notre part d'enfance et donc notre part de joueur, en réalité, le fait de jouer, justement, ça, de manière assez logique, ça ramène ça et ça renforce. Donc, c'est un aspect quand même assez essentiel de la vie humaine, le jeu. Et également, ce qu'on voit, c'est que ces personnes, du coup, qui sont davantage espiègles, davantage enjouées, qui sont capables de voir les choses de manière beaucoup plus ludique, sont également beaucoup plus créatives en retour. Autrement dit, le fait de jouer joue sur la créativité, mais il y a également des sortes d'effets secondaires, ou des effets avec plusieurs étapes, où, par exemple, on a des personnes qui sont plus imaginatives, du coup, qui sont plus créatives. On a des personnes qui sont plus espiègles, et qui également vont être plus créatives. Et donc, il y a de multiples bénéfices. C'est des choses sur lesquelles on est en train de commencer à travailler. Mais globalement, ce qu'on retrouve, voilà, c'est que dans la vraie vie, les jeux, c'est plutôt assez bénéfique pour la créativité, que ce soit la créativité plus personnelle ou la créativité au travail notamment. Et également dans des expressions de créativité en forme plutôt de génération d'idées. On a plus d'idées, des idées plus originales. Donc,
de manière assez générale, on peut considérer que les deux sont très liés et ça pourrait être intéressant d'étudier encore plus. Ce qui est un peu le sujet de ma thèse. Évidemment, je suis un peu biaisé sur la question. Mais voilà, pour résumer, il y a beaucoup de choses qui permettent de relier les deux. Et de manière générale, ça pourrait être c'est une bonne piste de recherche s'il y a des personnes que ça intéresse. C'est encore une fois un peu biaisé, mais en tout cas, c'est l'opinion que j'en ai. On est tous biaisés aujourd'hui, là, dans le sens qu'on a tous un intérêt pour... Vous êtes muté? Ah. Tout le monde est muté? Et voilà, j'allais dire, on est tous un peu biaisés, dans le sens qu'on est tous intéressés par le jeu et Oui. l'aspect ludique. Pour ceux qui nous écoutent aussi, je suppose. Et justement, pour ceux qui nous écoutent et nous regardent en ce moment, de votre côté, pour Dr Lubart, on a déjà dit, il y a la chaire de recherche Homo Creativus, mais j'imagine aussi qu'il y a peut-être d'autres moyens de vous suivre ou, entre autres, notamment d'avoir accès aux recherches, Maxence, que tu as faites. Oui. Déjà, évidemment, il y a des articles scientifiques qui vont être un peu durs à comprendre, mais qui existent et qui sont consultables pour les personnes courageuses. Sinon, évidemment, quand on me contacte, je peux fournir ou expliquer moult études que j'ai menées, si ça intéresse. Ça fait un peu partie de petites activités qui me font plaisir de vulgariser ou d'expliquer ça de manière plus informelle, je suppose. Bien, effectivement. Parce que si je ne me trompe pas, nous avions discuté que la chaire de recherche Homo Creativus collabore justement avec Asmodée France, Asmodée Canada, et que vous allez fort probablement participer à la Journée mondiale de la créativité, le 21 avril 2023, mais que vous avez aussi participé au festival Cannes Animation, là. Donc, vous êtes quand même impliqué aussi dans différents événements, et c'est à ça que ça sert un peu, hein. Les événements ludiques comme ça permettent de favoriser la vulgarisation puis le partage notamment de la science pour que par la suite, on puisse, en tant que professionnel ou intervenant ou joueur, utiliser ça dans notre vie de tous les jours. Super. Ça veut dire qu'on peut vous suivre sur la chaire de recherche, mais aussi à travers les articles scientifiques et de voir si vous êtes présent dans d'autres événements, notamment la Journée mondiale de la créativité qui est en avril prochain. Donc, j'ai découvert et j'espère que vous allez découvrir aussi avec plaisir. Je vous invite à rester pour la suite du cycle de conférences Au-delà des jeux, réflexion et connexion sociale. Donc, à tout de suite. Bye!